parce que là, on est tous... le complotisme, le délire, ce ne sont pas le même phénomène, n'est-ce pas? Mais ils ont leurs racines dans l'imaginaire. C'est pour ça qu'on a tendance à voir parfois avoir un peu cette prédisposition de notre métier à trop rapidement définir ce qui est imaginaire de délirant, entre guillemets. Mais à partir du moment où il y a une grande partie de la population qui commence à justifier la chose qui peut être tout à fait imaginaire, là c'est plus difficile d'appeler des délires. C'est la même chose que le nazisme. Lorsque toute une population prend une direction que ensuite, n'est-ce pas, dans l'après-coup, et surtout c'est pour ça que je parlais aussi du discours du vainqueur, lorsqu'ils sont vaincus, là c'est beaucoup plus facile de dire ils se sont trompés complètement, voire ils étaient délirants ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ça pose peut-être la question aussi pour nous du côté thérapeutique de l'approche qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire d'une manière où après on élargit la chose, c'est-à-dire si on parle je ne sais plus comment vous avez dit, anti-réalité, est-ce que du coup c'est des actes thérapeutiques envers la communauté? Est-ce que c'est aussi une espèce de piston qui s'ouvre et qui permet aux autres de se sentir toujours bien? Oui. Et du coup dans l'acte même de parler de délire, il y a l'acte du diagnostic, il y a l'acte de se dire ça, et du coup là ça remet un peu aussi en question cette notion d'utilité. Oui. Pour finir, si le diagnostic en lui-même, il peut être lu à plusieurs niveaux, peut s'expliquer par différentes sources, il y a une forte responsabilité quand même du thérapeute ou de la personne qui va être l'expert ou qui va porter ça, à juger ça à l'aune de l'utilité justement qu'il va en faire. Parce qu'on remarque que selon la compréhension qu'on a et même les questionnements qu'on se pose, c'est pas justement une frontière claire et nette entre qu'est-ce qui est du délire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais. Donc là je trouve intéressant, il y a ce côté aussi un peu qu'est-ce qui est thérapeutique, qu'est-ce qui n'est pas. Et puis si on part de réalité anti-réalité, à ce moment-là ça nous remet aussi en question nous-mêmes en nous disant c'est quoi la fonction, l'utilité de dire cette personne elle est délirante. Oui, c'est ça. Et pour qui? Ouais. C'est pour ça moi je Oui, parce que ça fait rebondir par rapport à ce qu'évoquait le nazisme, de dire dans l'après-coup c'est délirant ce qu'ils ont fait. C'est une manière comme thérapeutique, c'est d'expulser quelque chose qui nous appartient peut-être plus, aussi de catégoriser finalement. Hein? C'est délirant, donc c'est fou, donc ça ne nous appartient pas, alors que, on va dire que si on prend du point de vue collectif, on a tous cette pulsionalité qui peut être mobilisée, peut-être, hein, à un certain moment, alors qu'on a très vite dit c'est délirant, c'est des fous, etc. Nous, on n'aurait jamais pu rentrer. Or, maintenant, on voit que peut-être des extrêmes droites réapparaissent. Donc, en fait, c'est une manière catégorisée qui protège aussi, c'est une forme de clivage à l'extrême. Hein. On met quelque chose dans le réceptacle du délire, que ça soit le fou, que ça soit le collectif délirant, qui protège, pour rebondir ce que vous disiez, qui protège le thérapeute. Nous, c'est les blouses blanches. Je me permets un aparté, c'est aussi ici, quand on est... Hein, nous, on a les blouses blanches, et puis c'est le patient qui délire, et puis dans le groupal, on se rend compte que justement, c'est pas si simple, et qu'on est justement constitué de toutes ces parties-là. Hein. Mais c'est pour ça que je comprends un peu par la pente nord de l'Everest de se poser la question de la part de sociologique dans le délire en prenant des actes antisociaux. Et puis, parce que je pense que c'est plus difficile. Oui. Vous parlez du nazisme, enfin, on les a, les procès de Nuremberg. Enfin, les expertises montrent qu'il n'y avait pas des sadiques dans l'équipe. Le plus malade, il était obsessionnel. Puis on connaît les thèses de Hannah Arendt sur le sujet. Donc oui. Enfin, je trouve que du coup on dévie de votre question de départ, parce que du coup c'est la question entre le mal et la maladie, la perversion ou la maladie, et puis c'était pas votre propos au départ. Oui. Et puis je trouve que de prendre des actes antisociaux, ça devient plus compliqué, parce que ça c'est ça. Et en aucun moment j'ai parlé d'une causalité sociale du délire, n'est-ce pas? J'ai parlé d'une base sociale où le délire il peut être déclenché. Par contre, j'ai insisté sur l'aspect politique dans la définition d'un délire. Ça veut dire, par exemple, la question
des complotistes, n'est-ce pas? On a envie de dire ce sont des dingues, n'est-ce pas? Combien de fois on m'a demandé quel est le diagnostic de Donald Trump? Mes collègues de classe de médecine, n'est-ce pas, dans cette discussion de WhatsApp, ils me demandaient quel est le diagnostic de Trump. J'ai toujours refusé de le faire. D'abord parce que ce n'est pas mon patient, n'est-ce pas, je ne peux pas donner... Mais parce que donner un diagnostic à Trump, c'est un acte politique, n'est-ce pas? Et donc, dans toute définition du délire, désignation surtout du sujet délirant, il y a un aspect politique, mais je ne dis pas non plus que c'est politique. Ça veut dire que le délire et la désignation de l'acte, c'est purement politique. Il y a cet aspect, mais pas uniquement. Non, mais je pensais à ce que disait Catherine sur l'emprise. Et je me disais, mais au fait... on pourrait dire que l'institutionnel au sens le plus large du terme, le socio-institutionnel, fonctionne comme une entité d'emprise sur l'individu. Et que, à partir du moment où l'individu se révolte contre cette emprise, il délire, c'est-à-dire qu'il sort du sillon, comme tu l'as bien montré au sens étymologique. Mais le sillon est marqué par l'institutionnel au sens large. Et que, justement, par exemple, si on prend l'histoire du complotisme, évidemment, qui définit qu'une idée est complotiste ou non? Donc, je ne sais pas, même les platistes qui pensent que la Terre est plate, c'est ça. Bon, on peut se dire, ok, d'accord, la Terre n'est pas plate, mais on peut retourner dans l'histoire et puis se dire qu'il y en a qui ont été condamnés par les religions de l'époque parce qu'ils pensaient que la Terre était ronde. Oui. Donc, oui, c'est ça. Si on disons, je sais pas quoi, si on monte dans l'Antiquité grecque, déjà Pythagore pensait que la Terre était ronde. Ensuite, elle est devenue plate. Oui. Maintenant, elle est de nouveau ronde, mais il y a encore des gens qui confient. Donc, est-ce que c'est une sorte de protection? On pourrait penser que le complotisme, paradoxalement, c'est une sorte de protection contre l'ingérence de ce qui est admis par les gens, enfin la majorité des personnes. Oui. Et si on... Par les nombreux, comme disaient certains philosophes. Exactement. Et si on mène plus loin cette logique, justement, on va tomber dans la question de l'antipsychiatrie. Exactement. Et qui va mener au fait que le délire n'existe pas. Exactement, parce que moi j'ai été nourri au biberon de Lingue, par exemple, ou même d'autres Italiens de l'époque. Évidemment que je pense que là, l'accent était mis sur le fait que c'était le social ou le socio-institutionnel qui crée en quelque sorte les troubles psychiques. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai été prudent par rapport à cette question du social dans le délire, parce que comme vous avez dit, il y a la question organique, n'est-ce pas, dans certains délires, et qui fait que il n'y a pas que cette construction sociale qui fait et puis, donc évidemment que si on suit un peu ta réflexion, c'est vrai que ça peut aller très loin au niveau, disons, biologique. On peut penser qu'un corps qui dysfonctionne, il y a quelque chose de l'ordre de la désobéissance à l'ordre biologique qui voudrait que tout soit en équilibre. Il y a tout... Là, tu ouvres une porte magnifique sur le biologique. Mais ce qui est fou, c'est justement cette position de Lévi-Strauss qui met le biologique comme étant social. Donc, à partir du moment où le biologique devient social, on ne s'en sort plus. Ça veut dire que tout est social. Mais c'est un tout est social qui est différent du tout est social sans la prise en considération du biologique. Mais c'est aussi là l'emprise du psychosocial sur le biologique. C'est ça. Cette emprise-là, ce que tu appelles d'emprise, c'est ce que je pense l'école sociologique française appelle la coercition sociale. Et qui vont à
Ils vont tous dire, dans l'école sociologique française, tout est social. Mais ce que j'attire l'attention, que, comme dirait George Orwell, tout est social, mais quelques-uns sont plus sociaux que d'autres. C'est pas... Oui. Je ne connaissais pas ce texte de Lévi-Strauss, parce que ça renvoie maintenant à ce que nous disent, semble-t-il, les généticiens. C'est que suivant le milieu et puis que l'expérience modifie la génétique, l'expression des gènes. Oui, c'est ça. On va dire qu'il n'y a pas... C'est ça. Opposé. Il n'y a pas cette opposition. Il pourrait y avoir une opposition entre le social actuel et le social de nos ancêtres, puisque nous sommes un peu le résultat de la société de nos ancêtres. Et là, on pourrait faire une opposition, et donc même une... Des sortes de surprises, ouais, de l'évolution. Stephen Jay Gould parle d'exaptation. Exaptation, une adaptation particulière qui est que ça parvient d'un substrat biologique, mais qu'il est détourné dans sa fonction pour autre chose. Notamment les plumes, apparemment à l'origine, sont apparues sur les dinosaures de l'époque par rapport à la question de la température. Et puis, par la suite, c'est devenu un moyen de voler. Mais c'est une adaptation ultérieure. Et à l'origine, c'était un moyen de régulation thermique. Et il disait, est-ce qu'on ne retrouve pas le sous-titre de ta conférence, discontinuité entre individuel et collectif, une espèce d'entre-deux, quelque part, qui fait que, si d'entre-deux entre le biologique et le social, nous, on ne sait pas vraiment à quoi ça, si ça appartient plus au biologique ou au social, quelque chose qui est plus indistinct et qu'on trouve entre la différence entre l'individuel et le groupe. L'individuel en tant que tel ou le groupe en tant que tel sont des constructions mentales qui n'existent pas dans la réalité. Mais il y a un entre-deux qui existe et qu'on peut sentir, palper d'une certaine manière. Le délire, ce ne serait pas justement une espèce de pôle entre quelque chose où il y aurait une sensation de vrai et puis une sensation fausse, et puis le curseur du délire varie aussi en fonction de l'assentiment social qui valide ou pas le choix de déplacement du curseur.